Mandaté par l'Union africaine pour la commémoration de la 29e édition de la journée de l'enfant africain, le Tchad, à l'instar des autres pays, a commémoré cette journée placée sous le thème l'action humanitaire en Afrique, les droits des enfants d'abord. À suivre également dans ce journal, une de nos équipes a fait immersion dans une famille pour constater les garanties fondamentales consacrées aux droits des enfants et tout autre humain, car ces derniers ont le droit à la vie et le principe de non-discrimination. Au cours d'un point de presse fait cet après-midi, le chef de l'opposition démocratique Romadungar Félix Nialwe a réagi suite à la prétendue liste qui circule et désignant les représentants de l'opposition démocratique au sein du pays. À suivre la réaction dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre ce journal. L'invité du journal du 16 juin reçoit le président de la commission permanente de l'organisation du Hajj 2019, Idriss Dokone Adiker. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, il sera question de parler sur les préparatifs et la clôture du dépôt des dossiers des candidats au pèlerinage. Mais bien avant cela, nous allons découvrir ensemble l'actualité de ce soir. Mandaté par l'Union africaine pour la commémoration de la 29e édition de la journée de l'enfant africain, le Tchad, à l'instar des autres pays, a commémoré cette journée placée sous le thème l'action humanitaire en Afrique, les droits des enfants d'abord. La cérémonie s'est déroulée au palais du 15 janvier, a vu la présence d'éminentes personnalités. Nous reviendrons en images au cours du 20h. Immersion dans une famille, il a été constaté que beaucoup de familles africaines et plus particulièrement tchadiennes, qu'il y ait un manque de communication entre parents et enfants. Cependant, cette communication est la cheville ouvrière de la réussite des progénitures. Nokour Barkay. Un dimanche comme les autres, nous sommes au cœur de la famille Nandongongar. Après les obligations religieuses, chacun vaque à ses occupations. Le papa suit la télé pour s'informer. La maman se concentre à la lecture car en tant qu'écrivaine et avocate de métier, la lecture est sa seule passion. Pendant ce temps, Brady jouait au PlayStation avec ses amis et Alice s'occupe de ses exercices de mathématiques. Ici, un climat de confiance et de dialogue règne au sein de la famille. Et c'est important pour qu'un papa puisse communiquer régulièrement avec ses enfants. Généralement, le matin, on communique. Le soir, quand je rentre du travail, même si je rentre tard, je prends le temps pour communiquer avec mes enfants. Et la communication est surtout au niveau de leur travail. Ils doivent vraiment se concentrer sur ce qu'ils font du lundi à vendredi. Ça, c'est vraiment le travail. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est de m'assurer qu'ils ont une vie un peu équilibrée, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que le travail qui compte, il faut aussi avoir des temps de loisirs, un temps où l'enfant doit se reposer pour vraiment oublier le travail et ça permet d'avoir un bon développement psychologique de l'enfant. Une communication qui porte bien ses fruits. La fille est toujours première de sa classe. Nous sommes très contents. Le garçon aussi, toujours parmi les 3 premiers de sa classe. Chez la famille Nandongongar, le père et la mère décident ensemble quant aux orientations et décisions à prendre. Si on doit prendre une décision concernant par exemple l'orientation scolaire de l'enfant, ou bien ne serait-ce que dans sa vie sociale, ou bien si l'enfant vient nous soumettre quelque chose, une doléance, on se concentre là-dessus avant de prendre la décision. Belle et intelligente, sans aucune formation professionnelle, Alice cache déjà en elle un talent exceptionnel en peinture. Profitant bien de la rigueur et des orientations qu'elle reçoit régulièrement de ses parents, Alice rêve déjà grand. J'aimerais bien devenir ingénieur financier, c'est-à-dire créer des programmes mathématiques qui consistent à définir les différents bénéfices et pertes d'une entreprise. Un bel exemple. La communication entre parents et enfants est importante. La communication qui doit intégrer ce que nous appelons plus tard dans le cadre scolaire le dialogue triangulaire parents, enfants et élèves, je dirais qu'il y a un problème. Très peu de parents communiquent. Dans ce sens, pour amorcer le dialogue, généralement les parents communiquent de façon verticale. Ils donnent des ordres, ils donnent des instructions. Et là souvent, malheureusement, c'est des communications dites verticales.
et de communication qui sont plutôt des obligations. Tu dois aller à l'école, tu dois apprendre. Et souvent, l'enfant prend peur. Or, ce dont nous voulons parler ici, il s'agit plutôt d'instaurer un dialogue entre le parent, le père, la mère et l'enfant qui va à l'école. Au Tchad, le constat montre que la communication entre parents et enfants fait défaut dans beaucoup de familles, ce qui cause souvent des déperditions scolaires. Je le disais, le Tchad, en l'instar des autres pays, a commémoré la journée africaine de l'enfant. Pour cet événement de taille, plusieurs personnalités ont honoré de leur présence la cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, Idriss Déby Itno, qui s'est fait représenter par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Les représentantes du système des Nations Unies de l'Union africaine ont à cet effet prononcé des allocutions pour la dite cérémonie. La cérémonie s'est déroulée au palais du 15 janvier, comme je l'ai dit au départ, en présence de la première dame et de plusieurs autres invités. Justement, au cours de cette cérémonie commémorative, le représentant du chef de l'État, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Ibrahim Hissène Taha, a adressé le message du président de la République aux enfants du continent africain. Suivez. Chers enfants, distingués invités, mesdames, messieurs, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Idriss Déby Itno, retenu par d'autres engagements, m'a désigné de le représenter à cette importante journée marquant la commémoration de la 29e journée de l'enfant africain. Je vous livre donc ce message à cette occasion solennelle. Nous voudrons avant tout propos souhaiter la cordiale bienvenue à tous nos hôtes qui ont effectué les déplacements d'Ndiamena pour vivre avec nous les moments forts de la commémoration de la 29e édition de la Journée de l'enfant africain que notre pays a l'honneur d'abriter. En notre nom personnel et au nom de l'ensemble du peuple tchadien, nous exprimons à ses frères et sœurs, à nos chers enfants, notre profonde gratitude pour cette grande marque de confiance et de sympathie. Distingués invités, mesdames et messieurs, la journée de l'enfant africain que nous commémorons aujourd'hui est pleine de symbolique car elle a été instituée en 1990 par l'OUA, devenue aujourd'hui Union africaine, en mémoire du massacre d'enfants innocents perpétré à Soweto en 1976. Comme nous le savons, ces enfants noirs avaient manifesté pour réclamer le droit à une éducation égale pour tous dans une Afrique du Sud à l'époque placée sous le régime de l'apartheid. Ce droit à l'éducation, comme le droit à la santé ou à l'alimentation, est évidemment sacré et inaliénable. C'est à juste titre que notre pays a pris conscience très tôt de la nécessité de promouvoir la réalisation des droits socio-économiques des enfants en ratifiant l'ensemble des conventions et traités internationaux existants. Dans la veine de ces instruments, un certain nombre d'actions et de programmes ont été mis en œuvre au plan national pour assurer le plein épanouissement des enfants et au-delà l'avenir de toute la République. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer la pertinence du thème retenu cette année pour commémorer la journée de l'enfant africain, à savoir Action humanitaire en Afrique, les droits des enfants d'abord. Ce thème qui est d'une brûlante actualité est totalement en phase avec les défis humanitaires de l'heure. Mieux, ce thème est une forte invite à l'ensemble de la communauté internationale pour que des efforts accrus soient déployés dans la perspective de la protection des droits des enfants dans des situations de crise humanitaire, allant des catastrophes naturelles aux conflits armés. Le représentant du chef de l'État a également rappelé à l'assistance les efforts consentis par le gouvernement tchadien en faveur des enfants et réfugiés installés au Tchad. Suivez une fois de plus Hissène Ibrahim Taha. Il nous plaît à cet égard de nous féliciter des efforts que consent le Tchad, qui accueille, comme vous le savez, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes
dus aux conflits armés dans la sous-région et surtout à la barbarie de la secte Boko Haram. Face à ces défis humanitaires, le gouvernement tchadien, avec l'appui de ses partenaires qui sont l'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, s'est efforcé de protéger les enfants et de faire respecter leurs droits. De même, toutes les facilités et l'assistance nécessaires ont été offertes aux organisations humanitaires, aux organismes de bonne volonté, à la presse pour leurs missions diverses dans les camps de réfugiés et les sites de déplacés. Distingués invités, nous voudrons saisir cette heureuse opportunité pour souligner que la commémoration régulière de la journée de l'enfant africain, depuis son institutionnalisation, permet à notre pays d'être en phase avec ses engagements et de s'auto-évaluer en termes de progrès accomplis dans la promotion et la réalisation des droits de l'enfant, ainsi que des défis à relever. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de pouvoir partager nos expériences avec nos frères et sœurs de toute l'Afrique et plus singulièrement les enfants venus d'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Soudan, de la RCA, qui sont confrontés eux-mêmes aux mêmes problèmes douloureux. Il importe de rappeler que les conséquences des conflits sur les enfants sont incalculables. Ces derniers sont séparés de leurs familles, recrutés et utilisés comme soldats. Ils subissent des abus sexuels et sont privés des besoins vitaux de base. Sur ce terrain singulier, nous nous réjouissons des avancées notables réalisées par le Tchad depuis 2008 pour mettre en œuvre la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige qu'il soit mis fin au recrutement et à l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés. La première dame Ina Déby Itno a lancé le 14 juin dernier son nouvel agenda d'action 2019-2023. Dans cet agenda, un accent particulier mis sur le relais communautaire. Quelle est donc l'importance de cette approche? Adoumbe Hortense nous en parle. Le contenu du nouvel agenda d'action de la première dame Ina Déby Itno revêt d'un intérêt hautement public. Résultat d'une très longue recherche, ce nouveau plan d'action est calqué sur le modèle du projet dans les 10 communes. Il a fallu plus d'une décennie de réflexion pour comprendre pourquoi tant d'investissements du gouvernement avec les appuis multiformes des partenaires n'ont pu améliorer les indicateurs de santé. En réalité, les moyens financiers sont certes indispensables, mais impliquer les populations principales concernées à la base sont d'un grand atout. Après des analyses pointues, la première dame Ina Déby Itno décide d'opter enfin pour l'approche communautaire. Cette approche qui exprime la proximité a fait ses preuves sous d'autres cieux. Désormais, la santé n'est pas seulement l'affaire du corps soignant, mais la population doit être le parfait partenaire pour son propre bien-être. Dans le nouvel agenda de la première dame, il est clair qu'au-delà du rôle que pourrait jouer le personnel de santé, les premiers jalons doivent être posés par les communautés elles-mêmes. Une vision nouvelle qui rapproche chaque famille à un centre de santé, favorisant l'offre de services de santé promotionnels, préventifs et curatifs, avec comme principale cible le couple mère-enfant et les adolescents. Pour une plus grande adhésion, l'on passe par les relais communautaires formés par les agents socio-sanitaires. Ceux-ci ont la délicate mission d'informer, de sensibiliser, de convaincre et de sécuriser les informations personnelles recueillies. Chaque communauté consciente de son bien-être est censée se joindre et adhérer à ce merveilleux plan défini par la première dame. Déjà, Ina Déby Itno voudrait voir naître dans les villages et villes des regroupements ordinaires, hommes et femmes identifiés par les communautés elles-mêmes et qui veilleraient à tout ce qui peut contribuer à la qualité de vie. Une manière d'accompagner les autorités en charge de la santé publique vers une bonne performance sur les indicateurs de santé.
Au cours d'un point de presse, le chef de l'opposition démocratique, Oumadungar Félix Néambé, a fait un point de presse, disons, suite à la prétendue liste désignant les représentants de l'opposition démocratique au CNDP par l'ex-chef de file de l'opposition, Salih Kebzabo. Pour le chef de l'opposition démocratique, cette action est d'une nullité absolue et ne reflète pas la position de l'opposition démocratique qu'il dirige. Suivez Oumadungar Félix Néambé dans un extrait proposé par Kalia Ngafotna. Cette liste, concoctée de toutes pièces par des individus en mal d'autorité, regroupés au sein d'une certaine structure politique dénommée Coordination générale de l'opposition, au mépris de la décision de la Cour suprême, n'est nullement une émanation de l'opposition démocratique que nous représentons. Elle n'engage que les chefs des partis politiques qui l'ont établie dans l'illégalité la plus totale. D'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques jours, lors d'une communication faite dans cette même salle, nous avons dénoncé les manœuvres dilatoires et tendancieuses du député Clément Djemé Bagaou, qui s'est autoproclamé porte-parole de l'opposition démocratique, au mépris des textes de la République qui régissent le fonctionnement de l'opposition démocratique. Aujourd'hui, c'est Salih Kebzabo qui apparaît au grand jour. Il persiste dans sa logique de semer le désordre au sein de l'opposition pour des raisons que lui seul connaît. Ne pouvant laisser le trouble faire son nid au sein de l'opposition, nous informons l'opinion nationale et internationale que dès demain, le parquet sera saisi pour mettre en mouvement l'action publique sur le cas de ces individus qui usurpent, comme bon leur semble, le titre et la fonction du chef de l'opposition démocratique. En ce qui concerne le renouvellement des membres du CNDP, il convient de noter que la procédure est en cours et qu'il ne sert à rien de s'agiter. Nous estimons pour l'heure que le plus important et le plus urgent pour l'opposition reste la désignation de ses membres dans les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante CENI et une préparation minutieuse aux élections législatives et communales à venir. À cet effet, le cadre national du dialogue politique sera en mission à compter de 20 juin 2019 pour la mise en place des 10 démembrements. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller les responsables des partis politiques de l'opposition démocratique que vous êtes, d'opérer des meilleurs choix en vue d'arriver à un changement de la majorité à l'Assemblée nationale. Une mission du mouvement patriotique du salut est à ça dans la province du Moyen-Chari, conduite par Djimasbe Nang Ouguinan. Cette délégation veut sensibiliser et conscientiser les militants du Moyen-Chari. Reportage Lorangé, Valérie Djimé. Cette mission politique du MPS conduite par Djimasbe Nang Ouguinan a tenu une grande rencontre ce matin avec ses militants au siège provincial du MPS à Sarr pour le compte du département du Barco en vue de les préparer en perspective des législatives et communales prochaines.
Après le mot de bienvenue du secrétaire exécutif départemental du Barko, Ndanga El, le chef de mission Dimas Baye Nangogina a fustigé le comportement de certains militants qui arrivent dans le MPS avec l'idée de s'enrichir ou se nourrir. Il demande avec insistance que ces militants, surtout de la commune de Tsar, cessent avec leur comportement de double face qui consiste à tromper et perturber le mouvement et au moment venu, voter pour le parti de leurs parents. Que ceux-ci cessent également avec leur comportement qui consiste à entretenir et à se livrer à des combats stériles contre les dirigeants du MPS au prix de les décourager au profit de leur parti politique caché. La lutte politique est plus difficile dans le Barko car au moins 47 partis politiques de tous bords y sont implantés. La mission exhorte les militants à se resserrer les rangs autour du parti MPS afin de les aider à plaider pour le développement de la province du Moyen-Chari. Comme dans les autres départements, le chef de mission Dimas Baye Nangogina a remis une enveloppe d'un montant de 1 million de francs au conseil départemental du Barko pour son fonctionnement. La Fondation Grand Cœur a lancé hier à Gorée, dans le département de l'Ania Pendé, une caravane ophtalmologique. Cette caravane durera 6 jours. C'est le préfet du département de l'Ania qui a procédé au lancement officiel des activités. Youssouf Abdourahmane Alikat. Cette caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur vise à soigner les patients qui souffrent de pathologies oculaires. Le maire de la ville de Gorée, Menaï Touloum Joseph, voit ses rêves devenir une réalité à travers cette caravane de la Fondation Grand Cœur. Pour le délégué provincial du Logon Oriental, Ali Soumaïn Bagar, et la population de sa circonscription de sortir massivement bénéficier des soins médicaux offerts gracieusement par la première dame Inda Déby Itno. Nous savons tous que dans nos villes et villages, de nombreuses personnes souffrent de troubles oculaires. Certains parents ne se rendent même pas compte et d'autres, quand ils le savent, n'ont pas les moyens d'y faire face. C'est pourquoi la Fondation vous soutient en offrant gratuitement les soins, les conseils médicaux, les médicaments et lunettes adaptés à chaque cas. Quant au chef de la mission de la Fondation Grand Cœur, Hamid Yimino Yuma, à travers cette caravane, la première dame apporte secours et assistance directe aux personnes nécessiteuses. C'est pourquoi il demande aux autorités administratives, traditionnelles et religieuses d'intensifier la sensibilisation pour que tous les patients de la province du Logon Oriental soient entièrement pris en charge. Pour le préfet du département de l'Ania Pendé, cette opération vient compléter la politique des plus hautes autorités du pays. Cette opération de l'Ania Pendé restera toujours reconnaissant envers la première dame. Dans le même sens, je voudrais dire que l'action de la Fondation Grand Cœur est la suite logique de la politique du président de la République, chef de l'État. Dans son programme, la caravane ophtalmologique dirigée par Hamid Yimino Yuma compte soigner et opérer plus de 500 patients dans la province du Logon Oriental. Dans la province d'Ouadjar-Lamis, le gouverneur a présidé la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La cérémonie de cette campagne de vaccination s'est déroulée à Bokoro. Abdul Kaboul. La vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans permettra de lutter efficacement contre le poliovirus. Pour l'année en cours, les autorités de la province de Ouadjar-Lamis ont retenu la ville de Bokoro pour le lancement de la dite campagne. Une campagne que les plus hautes autorités du pays et les partenaires accordent une attention toute particulière. Le délégué sanitaire de la province de Ouadjar-Lamis, Dr Ongram Koleta II, invite la population à une mobilisation générale afin d'atteindre l'objectif recherché, celui de faire vacciner massivement les enfants. Pour lui, les enfants font partie des couches les plus vulnérables face à cette épidémie. Le gouverneur Ali Haroun reconnaît les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre la poliomyélite. Il relève que des moyens conséquents ont été injectés dans le département en charge de la santé publique pour l'amélioration de la santé de la population. Pour la réussite de la dite campagne, le gouverneur exhorte les parents et les agents des forces de défense et de sécurité à une franche collaboration avec les agents vaccinateurs. Dans la même journée, le gouverneur Ali Haroun a assisté à la remise des matériels et médicaments au district sanitaire de Bokoro, un don offert par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
UNICEF dans le but d'améliorer la qualité de soins de la population de cette partie du pays. La campagne de vaccination contre la poliomyélite est également lancée dans la province du Lac et c'est le gouverneur de la dite province qui a donné le coup d'envoi, Mahamat Mbouloumi. Dans ces mots introductifs, le délégué provincial de la santé publique, Dr Abakar Sidik, a tout d'abord remercié le gouverneur pour sa présence avant de situer ce tour de vaccination qui vise à vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Chers parents, les vaccinateurs vont passer de porte à porte, chez vous, tout de suite, jusqu'à 3 jours, voire 4 jours. Faites sortir les enfants de 0 à 5 ans pour la vaccination. Pour Dr Sissoko Bobosam, coordonnateur de l'OMS pour la région du lac, Kanem, Hadjar Lamis et Baral Ghazal, les partenaires sont engagés à soutenir le gouvernement du Tchad dans la lutte contre la poliomyélite qui est un véritable fléau. Le gouverneur de la province du lac, Adam Nouki Sharfadine, a souligné que l'amélioration des conditions de vie des populations est au centre de la politique du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, tout en demandant la mobilisation de tout et chacun pour éradiquer ces terribles fléaux. Cette mobilisation gigantesque prouve à suffisance que vous accordez un intérêt particulier à la santé en général et celle de vos enfants en particulier. L'administration de quelques gouttes de vaccin aux enfants présents a mis terme à la cérémonie. Dans la province du Tibesti, le gouverneur a visité les forces de défense et de sécurité de la dite province. Il est allé s'inquiéter de leurs conditions et rehausser le moral des troupes. Miss Marty. Le gouverneur du Tibesti, Abdraman Ali Mahamat, a fait une descente pour rehausser le moral de ses troupes qui, tout le temps, se donnent à fond pour la quiétude de la population. Le premier magistrat accompagne du commandant de la zone 6 de défense et de sécurité, le général de brigade Bordami Abakar Kachap, et le conseiller n'a hésité à visiter Abdraman Ali Mahamat, a rassuré aux officiers, sous-officiers, hommes de troupes présents qu'avec l'aide de la hiérarchie, ils arriveront à pallier au manquement. Puis le cap est mis sur Zokra, village situé à 7 km de la ville de Bardai. Là-bas, la quiétude de la population et l'exemplarité des noms treillis étaient au centre des échanges. Du commandement au régiment en passant par le groupement 13 GNT, les doléances émises sont les mêmes. Abdraman Ali Mahamat de répondre que le gouvernement à sa tête d'Idriss Déby Itno, président de la République, est très sensible en ce qui concerne la sécurité et Inch'Allah, il y aura des réponses favorables à leurs doléances. La légion numéro 1 de la gendarmerie nationale n'a été épargnée par le gouverneur Abdraman Ali Mahamat. Les mots d'ordre étaient les mêmes. En sport, le tout-puissant Elec Espoir et Renaissance Football Club se neutralisent 0 but partout, un match comptant pour la 3e journée de la poule A du play-off de championnat national. Ce duel au sommet de cette poule A n'a pas été techniquement à la hauteur du public sportif présent au stade Idriss Mamadouya. N'est-ce pas, Kamno Tiofi? Ce match au sommet de la poule A entre les deux leaders, Renaissance Football Club et le tout-puissant Elec Sport de N'Djamena, n'a pas été à la hauteur des attentes des mordus du ballon rond qui ont fait le déplacement du stade Omnisport Idriss Mamadouya. Les deux équipes qui ont entamé la partie de façon timide ont manqué de rythme et de flamme dans le jeu. Face à une défense de Renaissance mal en point, les électriciens qui ont opté pour un jeu offensif se montrent approximatifs aux abords et dans la surface de réparation adverse. Quant aux Mayaï, qui ont la possession de la balle dans l'entrejeu, ils n'arrivent pas à faire douter une seule fois le gardien de but des jaunes et noirs. En dépit des réglages tactiques et les changements opérés à la reprise, les deux équipes, qui sont limitées physiquement et techniquement, s'enfoncent davantage dans une fin de partie complètement hachée. Au finish, 0 but partout. On va essayer de travailler à l'entraînement pour pouvoir arriver à nos objectifs. C'est de gagner le titre, le second titre cette année. Nous allons mettre l'accent sur nos qualités offensives. Réaction identique du côté de l'encadrement technique de Renaissance Football Club. Juste bon, vous savez, c'est un genre de compétition, on joue 3 jours, on joue un match, 3 jours match, donc ça a pesé sur les jeunes, donc ils n'ont pas d'espoir, donc ça a été très difficile. Ce résultat de nul, 0 but partout, favorise le tout-puissant Elec Sport qui compte 7 points, de même que Renaissance, mais qui a marqué 15 buts sans en encaisser, contrairement à Renaissance qui a marqué 11 et a encaissé 3.
Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage, Idriss Dokoni Adike, a rencontré ce matin à la grande mosquée de N'Djamena les membres de la sous-commission de prédicateurs et prédicatrices. Objectif, la formation de futurs pèlerins. Kamsoulou Mohamed Moussa. La sous-commission des prédicateurs et prédicatrices a pour but de sensibiliser religieusement les pèlerins avant et pendant le pèlerinage. Elle doit rendre compte à la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Après la lecture de la décision numéro 17 nommant les membres de la dite sous-commission, le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaïm Abdoulaye Ousmane, par ailleurs président de la sous-commission du prédicateur, a donné quelques orientations aux membres de la dite sous-commission, notamment le respect et la clémence envers le pèlerin. Avant d'expliquer l'importance du Hajj aux fidèles musulmans, Cheikh Mohamed Khater Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, a demandé à tout un chacun d'apporter son concours pour la réussite de la commission commune. Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage, Idriss Dokoni Adike, a rappelé les difficultés rencontrées l'année dernière. Pour lui, la sous-commission doit jouer pleinement son rôle tout en respectant les horaires de prêche aux futurs pèlerins. Idriss Dokoni Adike exhorte les membres de la sous-commission à être cléments envers leurs frères et sœurs pèlerins tout au long du déroulement du Hajj. Monsieur le Président, où en sommes-nous avec les préparatifs? Écoutez, je vous remercie, Madame, pour nous donner cette occasion. Pour ce qui concerne les préparatifs, comme vous le savez, nous avons lancé d'abord le Hajj au mois, le plus précisément le 15 mars. Et hier, le 15 juin, nous avons officiellement clôturé le Hajj pour la simple raison qu'au bout du compte, on s'est rendu compte qu'il va falloir clôturer un jour. Pour ce qui concerne les préparatifs, nous, au niveau du comité du pèlerinage, nous sommes prêts dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'hébergement, que ce soit dans le domaine du transport aérien ou tous les autres aspects qui sont liés au Hajj. Vous avez enregistré plus de 3000 passeports à ce jour. Avez-vous atteint le quota attendu? En principe, le quota dédié au Tchad est de 9000, mais nous n'avons jamais atteint ce quota. Nous, généralement, au mois de janvier, au cours effectivement de la mission que nous avons en Arabie Saoudite pour voir le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite, nous inscrivons la capacité du pays par rapport bon, comme vous le savez, à la crise, par rapport à tout ce qui... Cette année, nous avons inscrit 6000 pèlerins. Et le problème au Tchad, c'est que les pèlerins le plus souvent ne nous suivent pas et le départ des pèlerins est lié quelquefois à leurs propres problèmes, ce qui fait que le plus souvent, ceux qui sont, 80% des pèlerins sont des gens qui viennent de province. C'est-à-dire soit ils vendent un chameau, ils vendent un mouton, ils vendent je ne sais pas. Et le plus souvent, ils attendent le moment propice pour vendre ces bêtes pour qu'ils viennent au pèlerinage. Ce qui fait que nous sommes obligés de les attendre, ce n'est pas de notre faute. Et là, et ils ne sont pas habitués non plus, parce que quand vous leur dites, l'organisation nécessite à ce que les gens se préparent tôt, les gens attendent à la veille pour venir. La preuve, c'est que l'année dernière, nous avons inscrit 4000, et à la clôture, nous avons eu, en une semaine, nous avons reçu 1200 pèlerins. Et là, déjà hier, lorsqu'on a annoncé la clôture, nous avons eu en une journée 800 pèlerins inscrits. Vous voyez un peu ce que je vous dis, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, nous sommes à 3800 le samedi. Déjà, depuis ce matin, il y a d'autres qui ont l'engouement, et puis l'agence de voyage détiennent chez eux à peu près 1500 passeports. Ce qui fait que nous sommes dans le compte. Donc, ça veut dire que vous avez prorogé la date de clôture? Nous sommes obligés de proroger parce que là, comme ça tombe un week-end, et qu'il y a des passeports qui sont encore en confection au niveau de l'immigration. Il y en a d'autres qui sont entre les mains des agences de voyage. Et pour que nous acceptions le passeport, nous avons exigé à ce que les agences versent l'argent dans les banques et nous amènent un reçu comme quoi qu'il a un nombre de passeports. Et les banques ne travaillant pas le samedi et le dimanche, nous sommes obligés de proroger jusqu'au 25 juin, date butoir, pour permettre, pour laisser la chance au moins aux autres retardataires de pouvoir nous déposer le dossier. Donc, pensez-vous que les 10 jours accordés aux retardataires, si on peut les appeler comme ça, peuvent permettre d'atteindre le quota demandé?
Mais nous ne pensons pas, mais c'est une réalité si vous voulez. Vous allez voir que, puis à d'autres côtés, il faut aussi être honnête. Il y a des gens qui font la rétention des passeports des pèlerins pour qu'ils aient, après ils vont dire c'est fermé, ajouter un 100 000 francs, ajouter un 200 000 francs pour qu'on puisse, nous on peut trouver la solution de vous inscrire. Tout ça c'est des fausses problèmes. Nous sommes sûrs que, vous allez voir d'ici déjà une semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé, pour éviter tout cela, on a dit nous sommes ouverts pour 1096 passeports et on prend les premiers venus. Ce qui fait qu'on les a mis tous en concurrence et d'ici une semaine, nous sommes sûrs de pouvoir remplir le quota, pourquoi pas même plus que le quota que nous attendons. À vous entendre, il y a une légère augmentation sur le nombre de pèlerins cette année. Dites-nous pourquoi. C'est par rapport au prix, vous allez dire. C'est pas par rapport au nombre. Le nombre, il est tout à fait... Par rapport au prix, si vous voulez, l'année dernière, nous sommes à 1 550 000 et cette année, nous sommes à 1 650 000. Nous avons ajouté juste 100 000 francs pour la simple raison que l'Arabie Saoudite a ajouté 5% de taxes sur toutes les dépenses qui sont engendrées là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous avons, tenu compte du coût du dollar à 585 par rapport à l'année dernière, et là nous sommes à 645, presque 650 le coût du dollar. Ce qui fait que nos calculs sont déjà un peu faussés par rapport au coût du dollar. Et dire aussi que 1 650 000 pour un Hajj, honnêtement c'est pas cher. Pour la simple raison que non seulement que nous avons augmenté l'année dernière, par exemple, diminué par rapport, il faut prendre une référence, à 2017, dont le coût du Hajj était à 2 100 000 000. Je vous dis, madame, 2 100 000 000. Nous avons augmenté les prestations et diminué le coût. Et nous sommes à 1 650 000. Si vous prenez le Cameroun voisin ici, le Hajj, il est à 2 539 000. Et regardez la différence. Vous avez un mot pour les candidats au pèlerinage, votre mot? Le mot, il est simple. Nous sommes... le chef de l'État nous a fait confiance pour nous mettre à la tête de cette institution. C'est par rapport effectivement au bien-être du pèlerin. Notre rôle, c'est de tout faire pour que le pèlerin tchadien voyage dans de bonnes conditions, soit hébergé dans de bonnes conditions et revienne dans les bonnes conditions. Nous sommes aussi le plus souvent contactés par les pèlerins de la diaspora, parce que si vous voulez, on a des candidats qui viennent du Canada, qui viennent de la France, et tout ce monde nous font confiance, c'est parce qu'on est là à mieux faire. Mais pour mieux faire, il va falloir que les pèlerins eux aussi s'attellent et qu'ils nous facilitent à les aider. Parce que jusqu'à là, ils sont pas, je sais pas, ils sont un peu en retard. Et ce retard, si vous voulez, ça nous perturbe un peu. Nous voulons qu'ils viennent ils seront au rendez-vous. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous avons reçu comme invité le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hajj 2019, Idriss Dekonia Diga. Avec lui, il a été question de parler sur les préparatifs et les clôtures de dossiers des candidats au pèlerinage. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.